Alors, quoi d'ajouter en ce qui concerne le principe d'individu? Ce dernier point, disons, abstrait, mais devenu concret, qu'on ne peut plus divisible. On est déjà divisé dans un individu et qui est devenu indivisible, indivis. On dit, on déclare par une certaine obtention saturée, voilà le mot, qu'elle est individu. À vrai dire, malgré toute nécessité de faire critique de nos conceptions, disons naturalistes d'individus, que j'ai un peu retracé le chemin, montrer une autre voie pour parler, justement pour dire ouais, ce qui est humain chez l'humain, qui n'a pas de part en part, donc humain. Il y a une part animale chez l'homme, ou, selon distinction indécise d'Aristote, justement, selon la traduction concave ou convexe, cette indécision assumée passagèrement par Aristote, pour dire qu'il y a une partie animale chez l'homme, il y a, on peut dire le contraire, il y a une partie humaine chez l'animal. Chez l'animal, et pour aller vite, on peut dire qu'il y a un qui dans le quoi, pour répéter Derrida, il y a un quoi dans le qui. Il y a des yeux dans la langue, si la langue est morte, lettre morte, il y a un qui sera vivant, comme les yeux de la langue. Un article important de Derrida sur les correspondances de Scholem et Rosenegg. Il y a donc un qui dans le quoi, il y a un quoi dans le qui, ce qui revient un peu en même, et dire qu'il y a des individus, mais dans l'individualité entre guillemets, ce qui est précieux, propre chez eux, il y a quand même une partie infime, pourquoi pas infinitésimale, mais qui, aussi peu que ce soit, ça fait une énormité. Malgré toute éphémérité, éphémère, au sens de difficulté de discerner, d'identifier, de déterminer par la négation, donc par une certaine distance, je dirais, ce qui est précieux ou bien ce qui est le propre. Et ce qui revient au même dans la distinction, comme dans plusieurs oppositions, qui est l'issue des interrogations philosophiques, mais aussi d'une certaine appréhension naturelle du monde, de la vie et de l'homme, etc. Les oppositions, donc, qui ouvrent une certaine voie à l'interrogation, qui facilite par approximation et par catégorisation et caricaturalisation, une certaine compréhension. Voilà.
Mon vif du sujet, finalement, c'était ça. Pour citer le dernier discours de moi, donc, je cite, la civilisation, neutralisation, l'affaiblissement qu'il y serait, une certaine sublimation, tout ce qui reste dans l'état civilisé de nous, c'est la mauvaise partie de la chose. Donc la trace que nous gardons, nous savons garder, le genre de trace que nous avons l'habitude de recevoir et de transmettre, vous voyez, c'est peut-être, voilà, j'ajoute aujourd'hui peut-être, la mauvaise partie. Comment décider? Voilà aussi. Parce qu'il n'y avait, imaginons qu'il n'y avait pas de traces, notre, disons, capacité de laisser des traces réitérables, même de leur mauvais côté. User cité passagèrement, provisoirement dans les textes, est devenu des concepts ensuite, alors qu'ils étaient dans un processus de discussion, ils étaient empruntés peut-être, mais devenus des voies, grandes artères. On peut donner plusieurs exemples, l'idée, concept d'idée, etc. Mais justement, ce que nous sommes en train de discuter, ce sont des revirements, dérapages irréductibles, contamination, non pas contingente, mais par structure. C'est ça notre sujet finalement. Dans les discussions sur le retour des contraires, si vous voulez, unité de contraires. La voie qui est ouverte par Héraclite et qui prend des tournures très différentes chez les autres philosophes d'abord. Et dans les destinées humaines en général. Et d'autre part, un principe d'individuation aussi obéit à ces lois éthiques qui devraient rendre compte à la fois d'une certaine légalité, d'une nomos ou au sens de logos et de legein. Notre capacité de parole est le legs du logos, c'est-à-dire ce que nous avons reçu, nous avons pu recevoir de certains legs du logos. J'ai dit que ce serait une mauvaise partie, mais c'est pas sûr parce que même avec la mauvaise partie, on peut s'acheminer vers une bonne partie entre guillemets. Donc l'indécidabilité de la valeur de la trace, d'une part indéniable, une valeur indéniable, une valeur qui n'est même pas une valeur, une obligation, ou bien ce qu'on impose, ou bien ce qu'on transmet sans demander ou sans une exigence, c'est la nécessité, disons, pour la condition humaine. Mais j'ajoute que chez l'animal aussi, il y a un qui dans le quoi, il y a un quoi sûrement dans le qui. Quand je dis qui, je parle d'une individuation de l'animal, surtout on observe chez le domestique, ayant un nom propre, l'exemple Max, n'est-ce pas? Et non pas Maximilien.
quelque chose aussi bref, signalétique que ce soit à l'oreille de l'animal. Et l'animal portant un nom propre et ayant développé un caractère qui a développé un caractère qui est reconnaissable dans ses attitudes, dans son dasein justement, dans le dasein de l'animal, il y a un qui va mourir avec l'animal, avec cet animal-ci, c'est-à-dire avec son individualité. Sûrement, dans son genre, il y aura des autres animaux individualisés, bien sûr, qui va chez qui on a encore observé des pareilles attitudes, caractère biologique. Donc, répétition. Voilà, je voulais citer aussi en pensant répétition et imitation, à la fois Jean Baudrillard, à la fois bizarrement Edmond Yabes que j'avais cité dans mon premier livre 93. Et l'homme répète l'homme, l'homme imite l'homme, à peu près, hein, je me souviens de ces vers d'Edmond Yabes, et Dieu, qu'a fait-il? Dieu aussi imite soi-même. Peut-être que c'était autre chose, la citation, mais l'homme imite l'homme, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu aussi, Dieu imite Dieu. Donc Dieu imite soi-même. C'est une manière poétique de dire que le principe d'identité ou individualité nécessite une certaine réitérabilité et un certain renforcement de son soi, parce que le côté peut-être le plus fragile, ce que je disais éphémère tout à l'heure, mais fragile c'est encore plus important, fragile c'est-à-dire non consistant. Donc une certaine agglomérat, on ne dit pas agglomérat, mais on dit agglomérat, quelque chose comme ça, une certaine ensemble vague, pas tout à fait chaotique, mais presque dissous ou prêt à se dissoudre, à se disperser. Donc un greca. Je vais vérifier le mot que je n'ai pas utilisé auparavant. Qui aura besoin d'être d'une manière insistante et consistante restaurer son identité. Donc le principe d'individuation n'est pas donné, mais nécessite une certaine réitérabilité qui est le propre, disons. Réitérabilité est le propre de la trace. Le propre, impropre. On peut ajouter parce que tout ce qui est réitérable, imitable, n'est pas tout à fait le propre, c'est pas tout à fait le propre d'une individualité. Voilà à peu près cette discussion interminable qui rejoint à plusieurs couches de distinction de pensée. Aussi, disons dans les critiques qu'on fait en ce qui concerne le principe d'identité ou la distinction et les oppositions, les contraires. Donc, disons, pour simplifier la chose, à partir de Derrida, après Derrida, quand je lis les articles académiques publiés dans des endroits assez respectables, etc., je vois
une bizarre chose qui m'a fait parler, dont je fais partie sûrement, malgré toutes mes indécisions et confusions et toute ma curiosité en ce qui concerne cette interrogation et cette curiosité interminable en ce qui concerne l'émergence, le lieu d'émergence, les conditions de possibilité, non pas une fois pour tout, mais au sens de concours des circonstances, etc. Donc reconstituer tout ce qui est en perspective, en rétention et en protention dans le discours même, hein, pour ouvrir un sujet de débat pour moi-même d'abord, pour les autrui ensuite, et pour autrui d'avance bien sûr, etc. Donc, moi, mis à part, dans l'interrogation, en forme d'articles, communication académique, etc., je vois cet effort, mais nécessaire, irréductible, d'user justement des notions et des argumentations qu'on critique. Voilà, c'est un vaste sujet qui fait partie de notre interrogation concernant retournement de contraire, y compris dérapage, contamination. Qu'est-ce que j'avais ajouté dans cette discussion? Un mot, tout simple. Oscillation qui présuppose plusieurs noyaux, au moins double noyau, pour garder une certaine forme elliptique, et qui n'est pas une rhétorique, pas forcément. Voilà. Comment penser une multiplicité sans tomber dans la duplicité et même dans le double bind. Et surtout, comment penser aporia et comment justement à la fois en performer une aporia ou bien en déchiffrer, en exposer et dans le meilleur des cas l'afficher justement les éléments constitutifs s'il y en a. Voilà. Et Baudrillard, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? Et quand il parle de la simulation, alors, donc, simuler ou imiter son contraire, son ennemi, son adversaire, et c'est pas toujours d'une manière consciente, bien sûr. Rétorquer de la même façon, selon les lois de Talion, c'est bien connu depuis des millénaires à partir de sagesse, disons, de l'Ancien Testament, et qui est critiquée justement par Nouveau Testament, n'est-ce pas? Je parle de la loi de Talion au sens miroitique du terme, miroir, réfléchir son adversaire. C'est ça le vif du sujet finalement, et côté moral énorme, dont on ne sort pas encore. Simulation. Peut-être justement dans ce qui rejoint ce que dit Edmond Jabès de manière poétique, c'est dans son apothéose, simulation, c'est simuler soi-même. Pourquoi? On revient à un précepte, là où on avait commencé, un moment, en disant que le moi dédoublait et se redouble. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr, le moi doit se répéter, s'imiter, d'où
rejoint, pour aller vite, à ce concept heideggerien de Entschlossenheit. Entschlossenheit, bizarrement, décision au sens existentiel du terme, et non pas au sens de décisionnisme. En ce qui me concerne, tout touche d'abord à cette insistance de recommencer toujours sur le même sujet, reprise. En ce qui concerne quoi faillage du domaine de la philosophie, du domaine du langage, du domaine de nos attitudes interminables, et maintenant incluant pauvre l'animal devenu domestique et qui nous imite ou nous l'imitons parfois. Ça peut paraître marginal, mais entre les amis, l'homme-femme, l'homme, femme, etc., chez les humains, le plus ostensible signe d'amitié sera une certaine, disons, familiarisation du langage. Et là, il n'y aura plus de misinterpretation. On prête volontiers le discours d'être humain, dans l'amitié même, bien sûr. On emprunte ces expressions, on commence par aller avec elle, avec lui, comme elle. Voilà un autre exemple qui n'a pas anodin un signe. Voilà, pour l'instant. Pas d'assez de temps, il faut commencer par là où il faut commencer, mais n'importe quel moment, l'endroit est propice pour relancer, disons, ce moment d'esprit, ce moment d'immatérialisation qui change notre conception de matière, qui est un peu, je dirais, obtus. Voilà une incipit encore un signe dans lequel tout aura été déjà dit d'avance, d'emblée, par une certaine conception de traces qui s'effacent et qui se rendent inaudibles par quiconque qui se fait la sourde oreille. Et on dirait que même avant la convalescence, qui prend un certain temps, obéit à un certain espacement et temporalisation, la santé. Grande santé, je ne sais pas. Je fais l'allusion à Nietzsche. Une santé, c'est-à-dire faire semblant qu'il ne se passe rien ou se faire la sourde oreille ou fermer les yeux. Ou, voilà. Touche à ce qui peut être énonçable et ce qui peut être visible et leur marge, limite, frontière d'énonçabilité, de visibilité, et qui nous renvoie tout de suite à son contraire, à l'invisible, même comme présupposition, ce qui échappe au champ visible et ce qui échappe non pas seulement au débit,
à l'énonçabilité, à l'audition, à ce qui est audible, mais bien sûr, une certaine déchiffrage sémantique, avant même d'une analyse et d'interprétation, se fait. Donc, une certaine armure, comment dirais-je, avec toute une série qui s'ouvre comme des chaînes de substitution, armure, arme, désarmement, arme, désarmé, dans un mouvement de fuite ou de face à face, corps à corps, et un certain retirement qui revient à notre état à la fois physique, c'est-à-dire ipse solus, et dont ce concept tant chéri d'individu, qui n'était à une époque la propriété des atomes, individu et la société. Donc, toute cette apparence de retrait en mur sera la modélisation de la monade, l'apnicien aussi, avoir une certaine ouverture qui est fermée sur soi, qui pourtant réfléchit la totalité de l'univers, entre guillemets, mais qui lui a imparti qu'une portion d'énonçabilité, d'audibilité, de visibilité, etc. Voilà un modèle d'individu en forme de monade, pourquoi pas une caméra obscura, une certaine. Et quel rapport avec une certaine évolution et complication, justement, puis compliqué, impliqué, d'un certain emboîtement interminable, par les successions de générations et non pas seulement humaines. Humaine, quand on dit humaine, condition charnelle, il faut tout de suite ajouter l'homme qui mange, carnivore. Donc, ça implique aussi toute disparition des autres espèces ou bien domestication en vue de alimentation, etc. Tout un changement donc successif des rapports d'intériorisation, appropriation, absorption, expulsion, qu'on peut schématiser comme rapport intérieur-extérieur, donc question de limite. Et alors, qui fait notre jugement, non pas de valeur, mais d'individus, et leur droit à vie, leur droit à la mort. Ceci s'expliquant au cours de cette ruban de Möbius dans laquelle tout ne revient pas au même, qui reflète par une certaine, justement, un moment d'ablution, un moment de indemnisation, se rendre immune, indemne, encore une certaine en façade, une certaine propriété de l'individu,
et que je fais un rapprochement avec la santé, c'est-à-dire encore ce qui revient au même, persévérance dans être en vue de persévérance, se rendre mieux, sourde, aveugle. C'est ça notre condition aussi de servitude involontaire. Voilà la question de la volonté. Là, où est notre marge de liberté, c'est-à-dire le droit à la parole, le droit à montrer aussi, publier, se rendre public, ne pas traverser ce trou pour rien. Tout en rendant compte tout le moment de différenciation avec tel ou avec celle. Différenciation se diffère dans un espacement qui devient de plus en plus immatériel, et une conception d'étendue, de fond en comble, changer, c'est là notre question des immatériaux, et qui rejoint à des anciens concepts fantomatiques comme éther, et qu'on trouve chez Marx aussi, de manière ironique ou citationnelle, et aussi l'ombre. Question de l'ombre, magnum ombra, d'un homme, déjà une ombre qui devient une grande ombre, cause de refoulement du retrait. Voilà, tout le jeu, c'est-à-dire ce secret enfui, étant de part en part dans la pleine d'immanence dans lequel toute bataille, toute négoce, marchandage, avec ou sans les navals, avec les substituts représentants et toute une chaîne de substituts. C'est une citation de Rousseau, avant de juste passer à un système de signes institutionnels, une chaîne de substitution, suppléant de suppléants, que je symboliserais par un homme français qui vient d'arabe, kavala, aval, les avals. Bon, c'est une manière très rassurante de se rendre sourd d'oreille et se distancer, se faire un individuum immuable, indemne, retiré, et tout en jouant comme une marionnette, c'est-à-dire agir par procuration, agir à distance. C'est ça l'immatériel. Dans ses débuts, je ne fais pas toute la généalogie, je ne fais que cette portion partiellement, de manière passionnelle, disséminée. C'est ça dans mon discours, ce qui revient toujours au même, à cette question énigmatique de différence qui est intimement liée à la réitération et une certaine conception entre guillemets évoluée de cette parole de sagesse que
unité de contraire. Tout revient à son contraire, donc tout revient au même, là où notre, c'est pas le mien, mais à partir de Lacan qui est devenu très célèbre, bande de Mobius, une schématisation mathématico-géométrique figurale qui appelle un certain développement théorétique et qui a donné toute une série de figurabilité en forme de nain, nodus. Voilà. Donc tout ne revient pas au même de la même façon. Il y a un trajet que j'appelle parfois circumnavigation, parfois pérégrination, nomadisme, mais pourquoi pas un voyage programmé, organisé, qui rend impossible et à la fois possible, abordable, tout le tourisme, faire le tour du monde, là où il n'y a plus de monde à découvrir. C'est ça. Fermeture, foreclosion, certaines prisons somates, non seulement du langage, tout ce qui peut être justement visible, énonçable. Voilà, le monde redevient sous une coquillage, sous une crête, nouveau, le même. Voilà mon conception d'aujourd'hui comme interprétation de l'éternel retour, qui implique à la fois changement, progrès, développement, n'importe quelle programmation, qui est prévue quand même par certains Hegel, mais dans le pessimisme, disons, tragique de Nietzsche, qui devient voilà, une ballade, une chanson, un ritournelle, peut-être une métaphysique encore plus lourde que toutes les autres schématisations métaphysiques, qui met en question toute question de responsabilité, de prise de position. Et là, j'ai dit dernièrement, en ce qui concerne la trace indialectisable qui rend possible tout mouvement dialectique. C'est-à-dire, on reprend toujours à son insu, justement, le pareil trajet qui devient lui-même tragique, c'est ça, que j'avais exemplifié avec la renvoi aux événements récents, politiques, avec cette phrase, avec cette citation de Zia Pacha ou Kotarago Pacha, que je répète la formule poétique. Merdik petit, Secat eylerken şirkatin söyler. C'était une forme de lapsus qui se réactif à l'insu ou à la su, je dirais. Une formalisme.
y compris la pensée d'éternel retour, toute métaphysique qui aura une certaine aspiration d'être universelle et exhaustif. C'est comme notre discours d'ailleurs qui reprend la même chose, mais pour élargir le cercle, disons, d'interprétation, cercle hermétique. Pourquoi? Pour avoir cette illusion ou impression d'être exhaustif, c'est-à-dire l'universel, alors qu'il est assurément impossible, mais plus on s'essaye, plus on élargit le cercle. Un macrocosme, comme je disais l'autre fois, jusqu'à la constellation. Et pourquoi pas jusqu'à notre le plus intimité, la plus intime qui sera appelée esprit, l'âme, Gemüt, qui est d'emblée définie comme immatérielle et dans le champ de jeu, champ de bataille, qui est notre plan d'immanence tracé ou laissé en exquise. C'est son lieu privilégié que j'appelle immatériel, d'emblée et de part en part. Immatériel, éthéré, ombragé, et pourquoi pas interpréter en termes tout de suite pictural, comme le pli lapnicien qui était rapproché à la baroque, Barthelès, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai aucun moyen de peindre. C'était une excursion pour me reposer les yeux, au moins, sans être aveuglé par la lumière du printemps. Moi, une ipséité dans sa solitude, solus ipse solus, et disons l'individuum indivisible, un fantasme ou une idéalisation d'un point géométrique qui est affirmé par l'expérience dite empirique de la vie quotidienne, de l'état de nature, de l'attitude naturelle, qui peut être une apparence. Donc, comment définir à isoler individualité, si le moi est dédoublé, redoublé, selon nos dernières disons, conséquences obtenues, disons. Alors, on avait procédé par une certaine, disons, insularisation qui est intimement liée à un refoulement sociétal, disons, de l'intersubjectivité conflictuelle, la naissance du sujet moderne, disons, et seulement du Dasein, qui nous donnerait cette présomption de commencer par le je pense, effectivement très riche, un acquis, mais il faut toujours être sceptique
ça ne sert à rien peut-être tous nos discours sous la trace de l'autre, je dirais finalement méontologique, pour dire plus clairement, indécidable s'il s'agit de l'être ou du non-être dans ce que nous appelions trace, qui peut être facilement inaperçu, refoulé, effacé, qui restera comme un silage effacé, aussitôt effacé dans un éphémère, encore trace. Mais avec quelle assurance peut-on parler? Il n'y a pas d'assurance. Nous donnons a fortiori la chance, disons, c'est-à-dire un certain concept touquet pour pouvoir parler soit d'une certaine coupure de l'ordre tombé vers le haut ou une certaine coupure messianique qui avait toujours mal prononcée. Et pourquoi pas une certaine, disons, là il faut aller plus lentement, pour parler de l'individu, doit-on obligatoirement parler des causes, repérer la cause qui fait un individu, est-ce que ce sera une cause suffisante pour constituer ou définir l'individu s'il est définissable? Une fois qu'il est déclaré individu, il y a deux alternatives. Soit il sera un inconnu, une singularité quelconque, soit il sera défini par sa nature. Et est-ce qu'on peut parler d'une différence de nature de l'individu? Le concept de différence de nature appartenant à Bergson peut être mal formulé parce dès qu'on reste dans le concept de nature, là, il n'y aura que des différences de degrés, à mon avis, et il fallait compter aussi le concept apodictique, c'est-à-dire, disons, nécessairement nécessaire, une nécessité absolue chez Kant, apodictique, qui ne sera pas de l'ordre ni de l'ontologie, ni, c'est-à-dire des états d'ici-bas et des êtres naturels, alors qu'il leur incombe comme quoi, comme l'idée, disons, directrice. Il y avait cette discussion concernant Kant. Chez Kant, l'idée devient uniquement directrice ou est-ce qu'il y a des idées constituées? Moi, disons que il a pensante, pensait déjà, pensait, ce qui est déjà pensé qui nécessite d'être repensé et c'est d'une certaine noésie, c'est déjà devenu un certain noyement. Est-ce qu'on est tellement sûr qu'une idée devient une idée constituée peut être repérable facilement, sauf son nom, par une certaine nominalisme, on l'appelle par exemple la démocratie, la liberté ou l'égalité. Disons que ce sont des visées ou bien des idées, et il y a sûrement des acquis qu'il ne faut pas renier, ni fermer les yeux. Mais
tous les, disons, idées constituées, parlons de cela, comme une institution, comme une acquis, comme ce qui peut être l'objet de l'enseignement, donc transmissible d'une génération à une autre, donc qui requiert une certaine réitérabilité. Est-ce qu'une différence radicale peut être considérée, différence radicale par affinité avec la différence de nature, à supposer qu'on connaît ce que veut dire radicaux. Pour être un peu plus modeste, on peut parler des marges, donc des essais qu'on fait, ou bien des déchus, je dirais, c'est-à-dire les morts sédimentaires accumulés, les morts pour rien. Pour ne pas dire martyr, peut-être que c'est le sens véritable du terme que j'essaie de souligner, mort pour rien, non pas pour la patrie, etc. Donc, le père et la perte totale, marginale ou pas, y compris avorton, pour être à la fois sur le plan de nature et de communauté, donc ou parler dans ce cas-là d'une différence de nature ou différence radicale. Là, effectivement, on fait intervenir l'idée d'une certaine méontologie, bien que un concept un peu mal formé, parce qu'il peut être traduit facilement logos de non-être. C'est quoi ça? C'est comme quelque chose d'asgueré, parler pour rien, ou un certain vocis flactus ou flactus vocis. Discourir pour rien, chercher quoi? Une parabole qui aura une retombée, rechute. Notre discussion était toujours comment est un retour, ce qui se passe sur la bande de Mobius, disons, pour schématiser, ne reviendra pas au même, c'est-à-dire le même, cette fois-ci, à l'unité d'une conscience à soi, qui ne veut rien dire sans être dédoublé, redoublé ou multiplié dans un processus conflictuel qui quand même gardant une certaine négativité qui n'est qu'une détermination, pourquoi pas, comme chez Hegel, une certaine indétermination qui niera pas bien sûr la détermination, qui attend une certaine détermination. Une fois déterminé chez Hegel, disons que ce concept ou cette idée constituée d'une façon ou d'une autre, d'où peut-être notre courage de commencer plusieurs fois à nos discours en disant que le temps nous presse, il faut commencer d'un temps très
Il faut essayer donc frayer le chemin qui de l'autre côté est même bouché, à condition qu'on peut repérer ce qui est bouché, ce qui est ouvert, ce qui sont des autoroutes ouvertes et des embouteillages. Mais nous avons quand même une certaine expérience de vie et par analogie, nous produisons, nous verbalisons, disons, des états des choses dans une sorte d'environnement bien sûr qui est notre ouverture. Et je pensais aussi le concept d'Entschlossenheit chez Heidegger, qui veut dire un certain état d'être décisif, mais presque rien à voir avec une décisionnalisme. Entschlossenheit, si je comprends bien, Entschlossen aura voulu dire en allemand un certain verrouillage, serrure, Entschlossenheit. Est-ce que ça veut dire une certaine façon d'être vraiment quoi, chez nous on dit Kitlanmek, verrouillé à une fin précise, donc être décisif en quoi? Dans la recherche, dans cet acte de, disons, frayage, frayer le chemin, dans la marge. Pourquoi? Parce que dans le sens, tout revient pas au même, mais tout retombe au centre. Quoique, bien que le centre est dédoublé, mais de manière, je dirais, architectonique ou archétypale. Dans l'exemple de Freud, ce serait l'instinct de mort et principe de plaisir. Chez Kant, disons pour simplifier, une certaine maladie qui constitue à la fois la nécessité de la loi morale et de l'ordre apodictique, donc un certain mal bon, bien. Formulé autrement. Là aussi, il y a une duplicité, c'était un moment oscillatoire, je dirais, elliptique, au sens de figure géométrale de double noyau. C'est-à-dire retomber, dérapage, disions-nous, dans un moment. En passant, on peut rappeler l'idée atomiste de Klinerman, qui ne voulait pas dire beaucoup de choses, mais pourquoi pas ressenti très tôt. Donc une certaine irrégularité, une certaine, voilà, pourquoi pas dire, un obstacle, rendre compte de l'obstacle de la négativité dans un mouvement, soit de l'ordre de quoi, résistance ou au sens physique du terme, dans un mouvement, n'est-ce pas, dans son idéalité, on suppose un principe d'inertie, alors qu'il y a une résistance dans chaque mouvement d'un corps, dans la physique. C'est ça, notre concept de résistance cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le décisionnalisme, mais qui a quelque chose à voir avec les obstacles, qui revient même avec
embouteillage ou les voies bouchées de la dialectique, s'il y en a. Alors, acceptons qu'il y a de multiples voies. Il est vain de parler de circumnavigation idéalisante ni de pérégrination, encore moins de la pèlerinage qui présuppose toujours des centres ou des lieux, des visites qui sont très importants, mais comme mémoire de lieux de, disons, à la fois du retenue et de rétention. S'il arrive un jour à mémoriser quelque chose de manière idéale, voilà. L'individu à la merci des influences, d'abord de ses habitudes qui vient de l'extérieur et de l'intérieur, dépendant de sa nature, de sa fortune. Justement, le mot touché interprété comme fortuna, don de nature, don de Dieu, donc reste inexplicable, parce que c'est difficile à expliquer. Il ne faut pas réduire, bien sûr, au concept de chance non plus, mais pourquoi pas à ce verbe intéressant qui est chanceler. Chanceler, c'est sûrement autre chose, mais voilà, notre manière de parler de dérapage et d'oscillation et de chercher ou rechercher éperdument, qui impliquera aussi quelque chose de l'autre de chancelant. Chancelleur. Oui. Bizarre interprétation de dérapage, dérailler, soit de retombées, soit de pertes totales et des essais. Kant disait, en ce qui concerne bonnes intentions d'une action morale, indépendamment de ses conséquences, c'est-à-dire soit que ça soit échoué, soit que ça soit réussi, qui reçoit des mérites et des louanges. Ça aussi, c'est une trace à bien lire de quelque chose qu'on essaie pour rien et dont on est mort pour rien. Dans ce sens de ni tout, ni de rien, que je m'autorisais à parler d'une certaine méontologie depuis assez longtemps. J'avais intitulé mes cours doctoraux méontologie du multiple. Voilà. C'est peut-être dans cette indécision inéluctable que la philosophie, je dirais, chancelle, comme elle s'oscille entre deux grands paradigmes, idéalisme, l'empiricisme, c'est ça son pragma quotidien. Trouver le moyen terme intermédiaire qui s'avérait comme une barque de Hadès, le passage dans une impasse.
de par un pas construit encore par notre condition de entendement. Le moyen terme aussi ridicule que cela, c'est temporaire. Temporaire, c'est-à-dire obéissant à des lois d'ici-bas, des conjonctures changeantes, ce qu'on appelle d'ailleurs contingent, qui fait bien partie des catégories consignes, et non pas nécessaires. Alors, en cas de nécessité apodictique, c'est le temps imparti, autant qu'elle n'est pas avortons et rejetons. Dans les marges et dans les bordure d'un mouvement d'imagination qui revient au même, qui s'annihile dans le néant et dans toute apparence de volonté, de décision volontaire en Entschlossenheit, verrouillé jusqu'à, enfin, pour un temps quand même, et se lâcher comme se déverrouiller. Là où aucune proposition n'a plus de sens que cet mystère qui n'appartient pas effectivement l'un des thèmes apollétiques de ce qu'on appellerait dans un temps la philosophie. Je n'alloue pas. Alors, j'aimais seulement le mot, disait-il un jour M. Derrida, mon Worten, sûrement par rapport à un certain Antworten, la réponse en allemand est exigence, nécessité de répondre à une autre exigence, à un appel, à une apostrophe, sous forme pas nécessairement question, l'appel du mot. Et c'était être au sens Entsprechen, correspondre au mot, mais comment faire cela? Parce que le mot est mort. Comme la pénultième est déjà mort chez Malamé, le mot cadavresque, toujours attirant l'attention, faisant signe, indiquant une directionnalité désorientée et toujours en voie de déplacement, de rétrécissement devient enfin de son trajet un nom propre, bizarrement, et qui ne colle à rien. Effigie, trace, totem, ce qui désoriente comme faisant signe, et dans le creux duquel on tombe et dans lequel soit on je dirais noyé, soit asphyxié, aspiré par ce mot,
répondant à son appel sans appel, et bréchant son creux, pour rester indemne et avoir l'apparence d'être entendu l'intrigue, dont l'enjeu nous est ouvert, comme clairière. Donc la méontologie, si elle cherchait un lieu privilégié, ce sera encore le mot. L'écriture au sens général, oui, mais l'écriture, en fin de compte, malgré tout, et malgré elle, resterait discursif. La peinture, oui, peut-être qui va élargir ou contrairement focaliser sur le sujet justement, mais le mot même pas prononcé guidant bizarrement, comme légende d'une pauvre représentation picturale et faisant l'affaire insigneusement. C'est ça, méontologie, si elle cherche un lieu privilégié, ce sera justement cette désincarnation de ce qu'on appelle le mot, et non pas une entité naturelle, ni peut-être ce qu'on appellerait praxis, qui reviendrait toujours à une action nécessairement politique, sinon intersubjective. Le mot aussi, de part en part intersubjectif, et donc fait partie d'une ethnie au sens restreint ou au sens général, mais n'existant plus, c'est ça. Le destin d'un mot, comme trace exemplaire, quand même, pour exemplifier justement ce qu'on pourrait entendre finalement, et non pas du rien abstrait ou l'acte de négation active, qui est en cours, bien sûr, dans l'écriture et dans toute praxis. Mais le mot, dans son retrait, le nomme en plus, même. Sauf le nom, on peut le nier, le nom reste comme trace bizarrement sédimentaire, confus, comme le sujet quand même de la méontologie. C'est ça que je voulais dire depuis le départ. Mais quelle route, quel acheminement va m'aboutir à ton regard. Mais si c'était ces acheminements, ces déviations, ces branchements bouchés ou pas, étaient des voies impossibles vers toi, je me demande si, avant tout ce mouvement intentionnel qui va de moi vers toi, y avait-il des chemins déjà tracés qui me guidèrent